Alors, je vais être un peu violent en fait. C'est une situation que je propose à mes élèves de CE2. Voilà, vous voyez le poids des mots, ce que ça peut faire. Vous comprenez un peu mieux. Alors en fait, au niveau du problème, il faut vraiment tenir compte de ce qu'on dit pas ou de ce qu'on dit. Alors on a dit 11 parts. C'est vrai que c'est bizarre déjà. Alors parfois on en a qui disent j'en fais 12 et on n'en mange que 11. Ça marche. Voilà, c'est ce qu'on va appeler un peu de flexibilité. À aucun moment on nous dit que les parts doivent être égales. Voilà. Mais intuitivement, dans notre vie de tous les jours, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors voilà, une première coupe, celle-là on n'a pas le choix de toute façon, encore qu'elle est un peu descendue. La deuxième, à nouveau. La troisième, ça se complique. Voilà. Et puis la dernière, c'est encore pire. Alors il y en a un qui mange pas grand-chose. Voilà. Et puis s'il tombe sur la fève, il mange encore moins. Et voilà. Donc ça, alors c'est toujours rigolo parce que c'est le genre de problème que des élèves jeunes réussissent bien. Quand on le propose à des élèves de lycée, ils partent dans des calculs, des trucs dans tous les sens, la surface, tout ça. Et ils compliquent tout. Donc c'est vraiment très propre à une culture scolaire. En fait, on est petit à petit formaté au fur et à mesure qu'on est à l'école. Et donc en particulier, voilà, on cherche à rentrer dans des cases, à rentrer dans un moule et à répondre à ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Enfin, personne n'irait couper son gâteau comme ça, je crois. Voilà. Allez, c'était juste l'introduction. Alors, en fait, tout ça, c'est juste pour mettre en place ce qui peut ressembler à une situation scolaire, c'est-à-dire simuler un processus d'apprentissage. C'est ce que font les élèves tous les jours, en fait, toute la journée, voilà, à l'école. Et puis, c'est pour activer ce qu'on appelle des vieux comportements. Alors, Jean-François interagit quand il veut. Voilà. Le docteur Alexandre, je crois, en a parlé rapidement ce matin. Voilà, c'est ce qu'on appelle les comportements de survie, c'est les comportements qui apparaissent à partir du moment où on est confronté à une peur très forte. Et donc, ces comportements se mettent en place pour se protéger. C'est ce qui arrive en cas d'attentat. Quand on entend une grosse explosion, une des premières réactions, c'est celle-là. C'est la fuite. Voilà. Donc, pendant un attentat, on s'éloigne du lieu de l'explosion. Un élève qui se retrouve confronté à un devoir trop difficile, il va aux toilettes. Ou il va à l'infirmerie juste avant le cours. Voilà. Ou au moment des devoirs, quand vous dites tiens, c'est l'heure des devoirs, vous retournez, il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus d'enfants pour vous. Il est parti en vélo et il reviendra 2 heures après. Voilà. Donc la fuite. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le repli. C'est la mise en boule. En cas d'attentat, on se réfugie sous une table. Voilà. On dit ça va passer, au moins on est protégé. Pendant les devoirs, c'est la même chose. Il pose les bras, il pose la tête et il ne bouge plus. Jusqu'à ce que le parent s'énerve. Et puis il l'envoie dans sa chambre. Et donc l'enfant a gagné. Il ne fait pas les devoirs. Voilà. On retombe sur ces situations-là. Et puis le dernier. Alors, je voulais mettre ce matin aucun animal n'a souffert. Peut-être que si. Voilà. Je ne sais pas. Il lui est arrivé. Voilà. Le dernier comportement, c'est l'attaque. Alors on le voit bien chez les plus grands. C'est l'élève qui va commencer à insulter le prof, qui va se lever, qui va dire au prof c'est injuste de nous mettre un devoir surprise. Le prof va monter aussi, lui, un peu en ton. Ça va continuer et ça finit chez le proviseur ou le principal. Mais l'élève a réussi, il ne fait pas le devoir. Voilà, il n'est pas en faute là-dessus. Donc ces comportements-là, pour lutter contre, on essaye de créer le plus possible de situations positives. Voilà. Ils sont mis en place parce que pour l'élève, c'est une situation tellement négative que ces comportements apparaissent. C'est ce qu'on travaille beaucoup à l'école primaire avec les alertes incendie. Enfin, pas qu'à l'école primaire, avec les alertes incendie. Et on en parlait à midi. Donc on habitue nos élèves à sortir au signal, mais on n'est pas sûr de ce qui se passera le jour où il y aura de la fumée, une odeur de brûlée, de la chaleur, peut-être quelques cris de panique. Voilà. Donc l'idée, ça serait aussi de faire des exercices avec les pompiers, des fumigènes et tout ce qu'il faut pour être le plus proche possible de ce qui va se passer. Et on fait ça pour que les élèves se rendent compte que ça se passe bien une évacuation. Et petit à petit, ils s'habituent à ça. Voilà.
Je vais compléter. Vas-y. Juste deux mots. En neurosciences, on voit que l'information ne circule pas quand le jeune est sous stress. Le jeune ou l'adulte, d'ailleurs. Ça ne remonte pas dans les étages supérieurs. Donc ça ne sert à rien de leur faire la morale, de leur faire des explications. S'ils sont soit dans la fuite, soit dans la sidération, la mise en boule, ou alors dans l'agression, dans l'agressivité, on ne peut pas réfléchir. Donc c'est là où il faut se donner du temps, laisser reposer et pouvoir le retravailler juste derrière. Ça marche? C'est vraiment un point clé. C'est physiologique, ok? On n'y peut rien. Voilà. Et du coup, pour faire un pont ce matin avec ce que disait Jean-Baptiste Alexander, alors pour moi, c'est au niveau du tatou qu'on va retrouver ce qu'on appelle les troubles oppositionnels. C'est-à-dire l'enfant qui va se fermer complètement. Alors celui-là en classe, il est pénible pour le prof, parce qu'il remet en question l'autorité devant tout le monde. Il refuse de faire un devoir, et pour un prof, c'est inadmissible. Voilà, le prof va lui rentrer dedans, lui dire mais si, maintenant tu t'y mets, enfin il va insister. Mais alors, le tatou, on en croise assez peu, vous me direz les palourdes, pareil. Mais sinon, je prends la comparaison avec la palourde, une palourde qui se referme, si vous essayez de l'ouvrir, elle referme encore plus. Et le trouble oppositionnel, ça va être la même chose. Donc ça rejoint ce que disait Jean-François. Dans ces cas-là, on attend que la palourde se rouvre tranquillement, qu'elle se rassure. C'est une comparaison, pour mes élèves, je les aime beaucoup quand même. Et puis une fois qu'elle est rouverte, on la rassure. Et puis là, on peut recommencer à faire le travail. Alors de différentes manières, on verra. Je vous donnerai quelques petites choses tout à l'heure. Mais voilà, c'est dans cette idée-là. On rassure, et après on peut recommencer à travailler, sinon de toute façon c'est bloqué. Alors en fait, pédagogiquement, apprendre, c'est ce qu'on appelle une mise en danger. On ne s'en rend pas compte, alors nous adultes, une fois qu'on a fini nos études, souvent on fait enfin. Voilà, mais toute la journée, enfin, en fait, nos enfants et les élèves sont mis en danger, psychologiquement, puisque au début, tout va bien pour eux. Voilà, tout est stable, ils ont un monde intérieur qui va très bien, ce qu'ils connaissent marche dans la vie de tous les jours, mais l'enseignant arrive un matin et il leur met ce qu'on appelle une situation problème. Donc c'est une situation déstabilisante pour leur montrer que ce qu'ils savaient ne fonctionne plus. Donc il va falloir apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Mais pour un élève, ça fait ça, en fait. C'est une dégringolade. Tout son système intérieur s'écroule. Voilà. L'exemple que je prends le plus souvent, c'est à l'école primaire, souvent on dit aux élèves que 3 moins 5, ça n'est pas possible. Et puis arrive au collège, on leur dit que 3 moins 5, ça fait moins 2. Voilà, parce qu'ils ont appris pendant 5-6 ans avant. D'un coup, ne fonctionne plus. Voilà. Vous imaginez le choc que ça peut faire quand on a ce genre de choses. Donc c'est ce qui s'appelle une déstabilisation. C'est l'objectif. Voilà. Et puis on se retrouve dans une situation tout à fait inconfortable. Un peu ce que vous avez pu avoir gentiment avec la galette tout à l'heure. Voilà. Alors en petit comité, c'est encore plus drôle, parce que les gens se regardent, il y en a qui vont téléphoner au moment où il y a le problème. Voilà. Il y en a qui jettent le crayon. Enfin, on retrouve les mêmes comportements chez les adultes. Voilà. Et l'objectif de l'enseignant, d'un adulte, autour, ça va être de fournir les aides possibles, toutes les aides possibles, pour permettre à l'élève petit à petit de remonter. Il y a des jeux de mots vaseux un peu partout, mais c'est maladif, je suis désolé. Voilà. J'ai pas dit tout à l'heure, quand il a meublé, c'était pas commode, mais voilà. Mes élèves s'habituent. Voilà, donc le but du jeu, ça va être que l'élève remonte petit à petit la pente avec plus ou moins d'exercices. Certains vont avoir besoin de moins d'aide que d'autres, mais petit à petit on remonte la pente pour arriver à nouveau à un état stable. Et à ce moment-là, l'élève peut continuer jusqu'à la prochaine situation problème qu'on va lui donner, une demi-heure après. C'est une stabilité de courte durée chez nous. Voilà. Généralement, le deuxième niveau, on aime bien qu'il arrive au-dessus du premier. D'accord. Tu peux mettre plus fort, s'il te plaît? Oui, aussi. Je sais pas, c'est ça. Mais regarde le numéro du micro. Allez, j'arrête d'en mettre. Ah, c'est 2. Merci. Voilà. Donc, un niveau un peu plus haut. Voilà, sinon, on a raté quelque chose. Je reprendrai quelques mots avant. Tout va bien? Allez, alors, moi je travaille avec quelque chose qui s'appelle la pédagogie positive. C'est un concept qui a été créé par Isabelle Payot et Audrey Hakoun. Isabelle Payot est une psychologue du travail sur Paris, et Audrey Hakoun est une thérapeute comportementaliste. Voilà.
elles ont écrit un livre qui s'appelle Apprendre autrement avec la pédagogie positive, qui est sorti maintenant il y a 6 ans. Et puis elles font des formations. Alors, du coup, moi j'ai suivi la formation. Et voilà un peu ce que ça donne. Donc la pédagogie positive, c'est un mélange de psychologie positive, ma partie à moi, la pédagogie, en tant qu'enseignant. Ce qu'on appelle une approche tête-cœur-corps, en fait, c'est une approche globale de l'enfant, c'est pas seulement le côté intellectuel. On utilise notre propre expérience, une pincée d'humour, des outils divers, et puis une touche personnelle. En fait, les personnes qui sont formées là-bas viennent de tous horizons. Il y a des journalistes, il y a des psychologues, il y a des enseignants, il y a des anciens éducateurs, enfin voilà, plein de personnes, et suivant notre sensibilité, on ne va pas faire tout à fait la même chose avec les enfants qu'on a en suivi. Voilà. Alors du coup, pour apprendre autrement, c'est la deuxième partie du titre de leur livre. L'approche globale, on démarre par une approche au niveau de la tête. Donc ça, c'est l'approche la plus scolaire, c'est-à-dire qu'on s'occupe un peu des mécanismes d'apprentissage. C'est comment va fonctionner l'enfant face à tel ou tel apprentissage. Comme ça, on peut individualiser les stratégies. C'est la partie sur laquelle on démarre pour le mettre un peu en route. Et puis, on va aussi s'occuper de la partie cœur, c'est-à-dire des émotions. On tient compte de son état émotionnel au moment d'un apprentissage pour voir ce qui peut bloquer. Et on termine avec l'approche du corps, c'est-à-dire aussi bien les besoins physiologiques que les besoins de mouvement, mais aussi les besoins de repos. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose de très global. Alors au niveau de la tête, si vous avez un papier, vous allez pouvoir essayer. Je vais afficher une figure, c'est une figure de raie. Je sais qu'il y a quelques psychologues qui connaissent ça. Voilà, bon, une figure simplifiée. Un peu comme tout à l'heure quand je vous ai dit que c'était un problème pour les CE2, c'est la figure pour les enfants de 5 ans. Voilà. Sauf qu'eux la reproduisent en la voyant. Vous, je vais l'afficher et puis je vais l'effacer assez rapidement. Et ça serait sympa si vous vouliez essayer de la reproduire après sur une feuille de papier. Voilà. Vous n'aurez pas 2 heures cette fois. La voilà. Bon. C'est bon? Elle est plus. Ça y est. Allez, la voilà. Le but, c'est pas de savoir si vous êtes capable de la reproduire. Hein. Voilà. Normalement, c'est le moment où on dit oui, plus tout à l'heure. C'était 3 traits, c'était 4 barres, enfin voilà. Alors, l'objectif, c'était pas forcément de savoir donc, si vous pouviez la reproduire, c'était de savoir comment vous avez fait. Quelle stratégie avez-vous utilisée pour le faire? Une photographie globale. Oui, j'ai regardé, j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert, j'ai vérifié. D'accord. D'accord, de manière globale, et puis en intégrant les détails petit à petit. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Identifier les figures de base de la géométrie, cercle, triangle, rectangle, carré. Ouais. Et après, on s'est débrouillé avec les détails. Ouais, c'est ça. Les détails viennent après, il y a un nombre de barres, Ouais. dans un sens, dans l'autre. Il y a les intersections qui posent souvent problème aussi. Voilà. D'accord. Donc, une image globale, un peu plus en détail, en tout cas par figure. Moi, j'ai imaginé que c'était un bonhomme qui était couché. D'accord. En voyant le bonhomme? Ouais, tu vois, on voit sa tête, son nez, ses yeux, son corps, et là, ça peut ses jambes. Le psychiatre est parti. Sans problème. Ah ouais, très bien. Je n'ai rien fumé, tout va bien. Ouais. D'autres choses?
Au moment de la mémorisation, est-ce que certains d'entre vous ont essayé de faire... Ouais? Non? De le faire avec le doigt? De se le tracer comme ça? Oui, il y en a quand même quelques-uns. Et est-ce que certains se sont racontés une histoire, par exemple? Voilà. Ouais. Voilà, il y en a toujours un peu. Alors, ce qui s'est passé là, en fait, c'est ce qu'on appelle, alors, c'est de la gestion mentale. C'est une théorie qui a été élaborée par Antoine de la Garandrie. Alors ça date un peu maintenant. Alors Antoine de la Garandrie, c'est un élève qui a été en échec scolaire toute sa scolarité. Et puis à 20 ans, on s'est rendu compte qu'il était sourd. En fait. Et donc lui, il a élaboré ça pour aider les élèves en difficulté en se rendant compte que finalement, il était passé par plein d'autres canaux que la partie oreille, en étant sourd. Et puis nous, on est dans un système scolaire où on passe beaucoup par l'oral, en fait. Assez peu par le visuel ou par le corps. Donc il a mis ça en place pour mettre en avant que les personnes évoquaient tous de manière différente. Là, on a eu 4 ou 5 personnes qui sont intervenues, on n'a pas eu 2 fois la même évocation. Ça marche en évocation, puis à l'intérieur en travail mental, et après en plus en restitution. On ne restitue pas forcément de la même manière que c'est rentré. Donc tout ça, c'est des mécanismes d'apprentissage. Ceux qui ont vu une image, qui sont passés plutôt par ce mode-là, c'est ce qu'on va appeler des visuels. Ceux qui se sont racontés une histoire, ce sont les auditifs. Et ceux qui ont essayé de faire comme ça, là, ce sont les kinesthésiques. C'est la partie un peu compliquée. Alors on n'est pas que l'un ou que l'autre, on est un mélange de tout, et puis dans certaines situations, on va choisir une des stratégies. Quand on indique un chemin, on utilise généralement les mains pour indiquer en même temps qu'on le fait, on le revit. Voilà. Donc c'est pas, on n'a pas un canal unique, mais il faut savoir que ça fonctionne bien, en tout cas ça donne des pistes avec certains enfants. Voilà. Donc notre monde scolaire est beaucoup basé sur l'auditif et assez peu sur les deux autres. D'où l'intérêt de passer le plus possible par la manipulation et aussi par le visuel. Ensuite, alors, ça c'est fait. Voilà, le cœur, la deuxième partie, c'est la partie émotion. Donc là, Jean-François va pouvoir venir aussi donner quelques billes, je pense. Alors, c'est un outil que je donne, hein, moi, aux élèves que j'ai en suivi, mes élèves dans la classe aussi, c'est ce qu'on appelle une boussole des émotions. Alors ça, c'est de la communication non violente. Ça permet en fait de s'orienter déjà un peu, quand on est dans un état relativement désagréable, de se dire, tiens, où est-ce que je me situe là-dedans? Ça permet déjà d'avoir des repères, il faudra mettre des mots dessus, et puis de se dire, bah, tiens, dans quelle émotion est-ce que je suis? Alors, la première des émotions qu'on utilise, c'est la joie. En fait, c'est l'état normal de l'être humain. C'est l'état qu'on cherche à retrouver systématiquement. La deuxième, c'est la colère, la peur, et puis la tristesse. Donc si déjà un enfant est capable de dire, tiens, là ça va pas très bien, j'ai mal au ventre, je suis peut-être dans la peur ou dans la tristesse, c'est déjà pas mal. C'est ces petites choses-là. Après, on peut affiner en lui proposant d'autres mots. Parce que dire j'ai peur, c'est pas toujours facile. On peut dire je suis inquiet, ou je suis stressé. Ou alors je suis angoissé. Tout dépend du niveau de peur. Et on a la même chose pour la tristesse, on dit rarement dans la journée qu'on est joyeux. Voilà, à moins d'être un âme, des 7 âmes. On a Hatchoum aussi. On se reconnaîtra. Donc voilà, donc déjà arriver à ce que les enfants s'orientent un peu là-dedans, c'est déjà bien. Même nous en tant qu'adultes, hein, c'est pas mal de se retrouver là-dedans. Et les émotions, aucune n'est mauvaise, elles sont toutes bonnes. Il y en a une qui est plutôt agréable, et 3 par contre qui sont plutôt désagréables. C'est quand on est dans celle-là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Généralement, quand on est plutôt dans la jaune, ça va pas trop mal, on s'en occupe même pas. Voilà. À savoir aussi, émotion, ça vient du latin, je vais quand même revenir sur le latin, qui veut dire faire bouger de. En fait, quand on a une émotion, ça veut dire bouge-toi, tout simplement. Donc quand on a peur, quand on ressent ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Et ces émotions, quand on les a, elles indiquent qu'on a besoin de quelque chose. Alors la joie, pour simplifier, c'est un besoin de partage. Un élève qui a une bonne note, il n'a qu'une envie, c'est la dire à ses parents. Ou si on a appris une bonne blague, on n'a qu'une envie, c'est la raconter à tout le monde. C'est un seul besoin. Mes élèves ont appris qu'on pouvait avoir besoin d'harmonie,
Alors maintenant, ils l'utilisent. Là, ils sont contents régulièrement, mais parce qu'ils ont besoin d'harmonie dans la classe. Voilà. Donc c'est tout un vocabulaire à apprendre. On trouve des listes sur Internet avec tout ça, avec les besoins, les émotions. Et même nous, en tant qu'adultes, c'est pas mal d'aller se confronter à tout ça. La colère, c'est essentiellement des besoins d'écoute, de respect, et puis c'est l'émotion du changement. Quand quelqu'un se met en colère, c'est que quelque chose doit changer là, tout de suite. Un prof qui se met en colère, parce que la classe bavarde, c'est que là, tout de suite, elle doit se taire. Voilà. Ou à l'inverse, une classe trop molle, quand le prof se met en colère, c'est que là, d'un coup, il faut que ça participe. Donc, elle sert à ça, la colère. La peur, c'est un besoin de sécurité. Donc, pas la peine de dire à un enfant qui a peur, mais non, ça fait pas peur. Il a peur. Voilà, il a plutôt besoin d'avoir un gros câlin, d'être blotti dans les bras, protégé. Et après, on en reparle. Et puis, la tristesse, c'est un besoin de réconfort. C'est aussi un besoin d'écoute, hein. Enfin, les besoins ça, se croisent. Ce que j'apprends à mes élèves, c'est que la colère, souvent, parce qu'eux, ils démarrent en début d'année tout le temps en disant je suis énervé, je suis en colère, voilà. C'est que la colère, en fait, elle vient chapeauter les deux autres, les deux du bas. C'est que souvent, on est en colère parce qu'on est très très triste. C'est une tristesse qu'on n'a pas écoutée. Ou alors parce qu'on a eu très très peur. Un enfant qui est accompagné de sa mère, ils arrivent au bord du trottoir, l'enfant va pour traverser la rue alors que le feu est rouge, la mère le retient, lui tire dessus et lui crie après. Mais parce qu'elle a eu très très peur. C'est ce besoin-là qu'on retrouve. Donc quand il y a une colère, on essaie d'aller creuser un peu plus loin pour voir ce qu'il y a derrière. Le prof qui se met en colère, parce qu'on parle de la psychologie des élèves, mais le prof rarement. Donc le prof qui se met en colère, c'est peut-être parce qu'il est triste de ne pas pouvoir transmettre son cours. Ou alors il a peur qu'on dise qu'il est mauvais prof. Donc pour éviter ça, il fait sa colère. Ça va pour les émotions? Je vais un peu vite, c'est tout. Voilà. Et puis alors dans le cœur, ce que j'aime bien dire aussi, c'est quand on parle des peurs, ça c'est l'ensemble des peurs qu'on peut avoir, 100% de peur. Souvent on dit qu'il y a 5% sur lesquels on ne peut rien. Un enfant qui part faire du vélo, on a beau lui dire tu fais attention, si une voiture crie un stop, c'était imprévisible, on n'y peut rien. Ça arrivera. Par contre, on a aussi 5% sur lesquels on peut avoir une action. Plutôt qu'il ait un trauma crânien, on l'oblige à mettre son casque. Déjà, c'est un peu mieux. Voilà. On révise son vélo, on vérifie les freins, on vérifie tout ce qu'on peut. Et donc, tout ce qui reste, ce ne sont que des pensées. Voilà. C'est que de l'exploration mentale. On se construit des films dans tous les sens pour voir ce que c'est. Mais en fait, il y a une toute petite partie des peurs sur lesquelles on peut agir. Donc on cherche les leviers qu'on a, et là on agit. Un élève qui a peur parce qu'il risque d'y avoir une interro-surprise, pour se rassurer. Oui, c'est ça, il révise régulièrement. Il est tranquille. Donc voilà un peu le principe avec les peurs. Alors ça marche très bien avec les enfants. L'exemple que je leur donne souvent, c'est justement avec le vélo. Quand ils partent en vélo, leurs parents leur disent surtout tu fais attention, tu ne tombes pas. Mais depuis qu'ils font du vélo, ils sont tombés combien de fois? Voilà. C'est tout dépensé. On imagine le pire tout le temps. Mais en fait, il y a très très peu de choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, avec le risque attentat, c'est un peu ça. On s'attend à avoir un attentat toutes les 2 minutes dans tous les coins de rue. Et ça n'arrive pas si souvent que ça. Allez, et pour finir sur le corps, ça c'est la troisième partie. Je vous avais prévenu pour les jeux de mots. Voilà. Le besoin de bouger. Jean-Baptiste Alexandrian en a reparlé ce matin en disant ça n'existera sûrement jamais qu'on demande à quelqu'un de rester 6 heures assis sans bouger. Voilà. C'est sûrement. Donc il y a ce besoin quand même qui est de bouger, d'aller se dégourdir les jambes. C'est presque plus facile au collège qu'à l'école primaire parce qu'ils ont une pause toutes les heures. Ils ont un changement de salle. Donc finalement ils changent à chaque fois, alors qu'en primaire ils sont assis sans bouger. Voilà. Des fois ils lèvent le doigt pour avoir la parole. C'est selon nos envies. Voilà. Alors du coup, pour faciliter ça, pour éviter que les élèves aient à se lever,
on commence à voir apparaître plein de petites choses dans les classes. Je pense que vous en connaissez peut-être. La première, c'est un coussin, c'est une galette de rééducation. C'est gonflé à l'air, et puis dès qu'on s'assoit dessus, c'est très instable, ça bouge vraiment beaucoup. Et ça permet du coup aux enfants d'avoir le corps en mouvement en même temps qu'ils écoutent. Parce que si on leur dit « arrête de bouger », comme ils veulent bien faire, ils vont s'arrêter de bouger. Mais ils vont être concentrés là-dessus. Donc la galette permet ça. Et puis, alors, j'en ai deux dans la classe qui ont ça. Et depuis quelques semaines, ils peuvent aussi se mettre à genoux dessus. C'est encore plus rigolo. Et puis debout aussi. Voilà. Alors ils vont avoir des mollets bien musclés. Mais ça marche encore mieux debout ou à genoux. Pas seulement assis. De toute façon, c'est des élèves qui ne restent pas assis. On peut toujours essayer. Voilà. En dessous, je trouvais ça intéressant. C'est un lycée qui a fait ça en plus, qui n'est pas loin, c'est d'ailleurs sur la Lys. Voilà. C'est un projet qui a été reconnu comme innovant aussi, avec des ballons. Voilà. Donc toutes les salles sont équipées comme ça, et les élèves sont assis dessus, ils ne font pas les fous avec. Je crois que ça a été dit ce matin aussi, c'est quand l'enfant se rend compte que c'est bon pour lui, il le prend. Et il l'utilise bien en plus. Voilà. Il n'y a pas de jeu. Donc ça fonctionne très bien. Et puis il faut savoir aussi qu'on commence à avoir du matériel pour adultes, comme ça. C'est des chaises de bureau avec le ballon dessous. Voilà. Alors c'est plus pour éviter les muscles, les troubles musculo-squelettiques. Mais on en voit quand même. Voilà. Et même les bureaux adultes, on en voit qui se lèvent, qui se baissent pour pouvoir travailler debout, travailler assis. Et nos enfants n'ont pas le droit. Déjà, on a le droit de les frapper. Voilà. Bah, les parents ont le droit. Les enseignants n'ont plus le droit. Tant pis, on trouve d'autres choses. Voilà. Et puis d'autres petites choses, alors le time timer, qui est très bien. Pour certains. D'accord. Voilà. Pour certains enfants qui permettent de mieux voir le temps qui passe, donc de se rendre compte du temps qu'il y a pour faire l'exercice. Le tangle, qui n'est pas un gros mot, malgré tout. Et c'est un petit serpentin qui se tord dans tous les sens. Alors on a connu les hand spinners il y a 2 ans, en grande mode, ça a bien fonctionné. C'est le même principe, c'est d'occuper une partie du corps pour que l'esprit soit plus disponible. Je prends mon exemple à moi, c'est pour pouvoir écouter une conférence, je suis obligé de dessiner en fait, c'est pour ça que je m'étais mis dans mon coin là-bas. Mais c'est ça, ça me permet de m'occuper, sinon je suis complètement ailleurs. Ça se soigne, il paraît. Et puis le tangle, il a un côté très intéressant pour les élèves dyspraxiques, même pour tous, mais surtout les dyspraxiques. C'est comme il se tord dans tous les sens, il s'accroche dans les doigts. Donc il tombe très peu. Pour ces élèves-là, c'est plutôt pas mal, parce qu'ils ont déjà tendance à tout faire tomber ce qu'ils ont sur leur bureau, et même leur bureau, donc c'est plutôt bien. Voilà. Et le dernier, je l'ai rajouté ce matin, si vous connaissez, c'est les bandes élastiques, qu'on met alors soit entre les pieds de table, soit entre les pieds de chaise. On trouve aussi des rouleaux qui se posent au sol et puis l'enfant fait rouler ses pieds dessus. C'est parce qu'il y a ce besoin-là aussi. Et j'ai eu l'année dernière un élève dyspraxique et hyperactif. Il ne fallait pas passer devant sa table. Parce que quand il commençait à bouger les pieds, ça pétait. Voilà. Donc avec ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses qui peuvent permettre de bouger sans trop que ça se voit. Et ça peut être intéressant aussi au moment des devoirs d'y penser. Parce que personne n'a jamais dit que le temps des devoirs était assis sans bouger. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a des parents qui sont comme ça, ici. Moi j'appelle ça avoir la grignote, je ne sais pas si vous l'avez, ça. C'est quand je suis à table un long moment, ça me grignote là, il faut que je me lève. Et peu importe, fille de la politesse ou je ne sais pas quoi, effectivement quand vous cumulez les toits, c'est exceptionnel. Dyspraxie, donc j'ai fait tomber ma tartelette, donc si j'ai une tâche, c'est pas que j'étais sale ce matin, c'est qu'Amélie, ma tartelette, elle est tombée par terre. Et l'essentiel, et pour vos jeunes ou pour vous-même, c'est de poser un doux et beau regard dessus. Ne pas s'insulter, pas se dire « je suis nul, c'est pas possible, je suis un âne », etc. Et ça, c'est important. Et du coup, effectivement, leur apprendre à serrer les fesses sans que ça se voit pour les profs, ou bouger les doigts de pied, ou tout ce que nous a proposé Vincent, c'est fondamental pour nos jeunes qui bougent sans arrêt.
Et c'est chouette, et c'est comme ça. Alors ça donne pas une classe, ça donne une classe un peu bizarre, hein. D'accord, hein. Parfois vous faites wow. Ok, s'ils ont les pieds par terre, c'est pas mal. S'il y en a que 3 qui tombent de leur chaise, c'est pas mal. Vous donnez un cours, il y en a qui sont même assis sur le bureau, etc. Ça demande à l'enseignant d'être un peu décapé quand même, hein. Et effectivement, comme tu le disais, et notamment, alors moi je suis plus spécialiste du HP, du haut potentiel, il faut les occuper. Enfin, qui dessine, qui fasse un truc sans bruit, c'est tout. Même quand vous leur lisez une histoire, ils ont le droit de lire à côté, juste sans bruit. Alors au départ, vous avalez votre salive. Vous savez comment il fait un prof, hein. Vous prenez le plus beau bouquin que vous aviez et vous allez vers les gamins. Et là, vous espérez qu'ils soient tous c'est génial ce qu'ils racontent. Que nenni. Bon, les gamins, ils prennent bien sûr une BD ou un manga japonais, hein, pour tester, hein, quand vous leur avez dit t'as le droit de lire ce que tu veux. Allez, on va pas vous prendre Saint-Exupéry. Hein. Non, ils vont prendre une BD ou un manga. Puis ils se mettent effectivement sur la table. Puis là, vous racontez votre histoire, vous vous défoncez, puis ils ne bougent pas une oreille. Puis 2 semaines après, alors ils vous testent. Puis 2 semaines après, ils vont vous poser une question d'un pointu sur ce que vous racontez, et ils lisent à la fois leur bouquin et ils vous écoutent. Ou ils font une leçon de maths, ils sont en train de dessiner, de plier, juste sans bruit. Mais du coup, ça demande d'avoir des profs qui sortent du cadre. Mais ça joue, et effectivement, c'est indispensable, quoi. Ceux qui ont pensé à vous, quoi, quand on pense à nos élèves, hein, c'est moi, quand je dois bouger, il faut que je me lève. Autrement, je vais devenir violent, je vais devenir, il n'y a pas de petit, je vais devenir chiant, je vais devenir... Enfin, c'est pas possible, quoi. Je me lève, je fais un tour, je reviens, c'est ok, quoi. Vous voyez d'ailleurs, il n'a pas tenu bien longtemps. Non, j'écoute, c'est la première fois que je t'entends, donc je me regarde. Et alors du coup, voilà, les élèves dont parlait Jean-François sont les plus pénibles en classe. Oui. Parce qu'ils n'écoutent pas, on leur pose la question, ils répondent. Il n'y a rien de pire. Voilà, on veut les piéger. Donc, comme il a dit, c'est des décalages à avoir, c'est accepter certaines choses. Après tout, c'est pas grave quoi, qu'ils fassent autre chose si ça marche. C'est toujours pareil. Et puis, ce que je dis beaucoup aussi, et mes élèves le savent, c'est qu'en tant qu'enseignant, je suis debout dans la classe, je marche, je peux m'asseoir n'importe comment, je peux interrompre qui je veux, je peux même jeter quelques boulettes de papier pour voir un peu ce que ça donne. C'est pas eux. Voilà. Donc c'est pareil, on a le beau rôle en tant qu'adulte dans une classe, on est les plus actifs, on peut faire comme on veut, et pas eux. Et ça c'est vraiment embêtant, alors que c'est eux qui en ont le plus besoin. Apporter un regard positif. Alors c'est parfois ce que je compare avec les Jedi, voilà, Star Wars, et le regard négatif est plutôt le côté obscur de la force. Hein. C'est facile de renvoyer du négatif,